Bienvenue sur Philanthropio. Je suis Charlène Petit, entrepreneuse au service des marques caritatives et créatrice de Vitamine G, la newsletter qui vous apporte votre dose de générosité un samedi par mois. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais prendre un moment pour remercier mon partenaire Altrui. Altrui est une association digitale sans but lucratif ayant pour mission de promouvoir l'engagement associatif, notamment à travers le Podcaston, le plus grand rassemblement caritatif qui réunit la communauté des podcasts francophones. La deuxième édition aura lieu du 25 au 31 mars 2024 et déjà 200 podcasteurs se sont inscrits. Vous pouvez consulter la liste des podcasts participants au www.podcaston.org. Philanthropio sera bien sûr au rendez-vous. Et si vous souhaitez participer au choix de l'association que je soutiendrai, je vous invite à suivre la page LinkedIn et le compte Instagram du podcast. C'est le nouveau Rockefeller, un philanthrope. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils veulent changer le monde. Quelle drôle d'idée. Dans un esprit philanthropique. Vous pouvez répéter? Philanthropique. Philanthropique. Je donne un peu de pognon. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour. Ce goût, donc, qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. » S'emparer d'un mot qui porte l'amour de l'humanité comme message, en saisir tout le sens et la complexité en toute simplicité, découvrir des hommes et des femmes qui s'engagent, écouter leurs histoires et enchanter le monde avec authenticité. Bienvenue dans Philanthropio, le premier podcast francophone qui raconte la philanthropie et dans lequel je vais à la rencontre de ceux qui la font. Aujourd'hui, je reçois Magali Fagé, fondatrice de l'agence Mademoiselle Pitch et spécialiste de la communication engagée au service des grandes causes et sujets de société. Chercher à mobiliser autour de sa cause, recruter de nouveaux soutiens, mais sans vendre son âme au diable, être créatif dans une économie de l'attention toujours plus saturée d'informations, mais sans s'écarter d'une charte éthique, au jeu de la communication, les associations et ONG ont pas mal de défis à surmonter pour en ressortir gagnantes. Vous allez découvrir comment elles s'y prennent pour exceller dans l'exercice de notoriété qu'est la campagne publicitaire. Vous apprendrez la différence entre la communication de cause et la communication marchande, les origines des premiers messages publicitaires d'ONG dans l'espace public, l'évolution de la communication des associations ces 40 dernières années, combien ça coûte de communiquer avec un plan média efficace, ou encore le fonctionnement et les retombées du concours publicité grande cause Mademoiselle Pitch Awards. Tout ça, illustré par une multitude de campagnes primées ou célèbres de notre patrimoine publicitaire dont vous retrouverez les liens en description. Bonne écoute! Bonjour Magali Fagé. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir sur le podcast. Je vais te présenter rapidement à nos auditeurs. Toi, tu es une grande spécialiste des communications avec plus de 30 ans d'expérience. Tu as démarré ta carrière au sein du groupe de publicité Havas en 1990. Puis tu as quitté le monde de la pub pour te tourner vers celui des relations presse et publiques au sein d'Agence Relations Publiques avant de fonder ta propre agence Précision en 1995, agence que tu as dirigée pendant 20 ans. Et c'est en 2016 que tu as créé Mademoiselle Pitch, une agence de communication créative et engagée sur des problématiques grandes causes et santé, concentrée sur la conception de pitch client. Alors, tu as notamment collaboré avec WWF, le SAMU social de Paris, Médecins du Monde, les Restos du Cœur et j'en passe. Pourquoi je t'ai invité? Pour parler de communication grande cause qu'on va s'attacher à démystifier aujourd'hui dans cet épisode. On a tous été exposés à de la publicité engagée, que ce soit en ligne, dans le métro, à la télévision, sans vraiment connaître les tenants et les aboutissants d'une campagne. Combien ça coûte? Quels sont les enjeux auxquels sont confrontées les associations et les ONG en matière de communication? Peuvent-elles ou doivent-elles communiquer de la même manière qu'une entreprise? C'est ce qu'on va chercher à démystifier aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous définir ce qu'est la communication grande cause et nous expliquer en quoi elle se distingue de la communication marchande? Oula, on a 1 heure devant nous, c'est un vaste sujet. Effectivement, la communication grande cause, je dirais, elle se distingue déjà par l'annonceur qui souvent a un combat à porter, à défendre, à faire rayonner et à faire entendre. Mais après, dans les mécaniques du métier, de la réflexion créative sur comment les faire émerger, c'est le même métier que travailler pour une marque. La seule différence pour nous en tant qu'agence et pour nous créatifs, c'est que
on met notre créativité au service d'une cause, d'un combat, donc c'est riche en sens et ça donne beaucoup plus de sens à nos compétences et à nos expertises. Il y a peut-être les objectifs effectivement sont différents. Pour une association, ça va être d'obtenir des ressources financières ou humaines. Hein. Des fois, ça peut être des campagnes destinées à recruter des militants. Évidemment, faire connaître l'association au grand public parce que ça, c'est un petit peu le nerf de la guerre. Et collecter. Effectivement, pour les grandes causes, on peut être amené à les accompagner sur des campagnes de recrutement de nouveaux bénévoles ou militants, de notoriété aussi, parce que tout le monde ne s'appelle pas UNICEF ou Amnesty International. Donc il y a aussi des associations bien méritantes, mais qui sont pas connues du grand public. Or, elles portent et elles ont une action qui est un petit peu dans l'air du temps. Donc pour elles, c'est important d'exister en termes de notoriété. Et puis pour beaucoup, surtout en cette période de fin d'année, depuis le mois de novembre jusqu'au mois de décembre, c'est l'autoroute pour toutes les ONG et les grandes causes qui se partagent l'espace publicitaire pour collecter des fonds. Et effectivement, aujourd'hui, collecter, c'est devenu indispensable pour eux. Et on l'abordera peut-être un petit peu plus loin ensemble, mais si elles font de la pub, c'est parce que la pub est efficace et que la pub les aide aussi à collecter des fonds. Et ça les aide parce qu'elles sont visibles et qu'au milieu d'une multitude de causes sur lesquelles on est sollicité régulièrement, l'actualité qui s'en mêle avec le conflit ukrainien, le conflit israélo-palestinien ou d'autres sujets, des tremblements de terre, on est un peu, nous, consommateurs, grand public, on zappe un peu d'un combat à un autre et on peut vite oublier une cause sur une autre. Donc, être présent, être inscrit dans le patrimoine publicitaire à un instant T. Donc, la période de fin d'année, c'est parce qu'il y a des possibilités de défiscalisation. Donc, elles aiment bien communiquer à cette période. Et celles qui peuvent et qui osent tirent plus leur épingle du jeu en termes de collecte. Je me questionnais en fait sur la terminologie en tant que telle. Communication grande cause, est-ce que c'est quelque chose qui se dit dans le métier ou parce que c'est vrai que d'un point de vue extérieur, si on se place par exemple d'un point de vue grand public, on peut se dire communication grande cause, est-ce que c'est pas un peu un pléonasme puisque par définition toute cause est noble donc est grande ou alors à l'inverse, est-ce que c'est pas un terme discriminant qui laisserait penser qu'il y a de petites causes? Alors, la communication grande cause, on peut l'appeler de plusieurs façons. Ça peut être la communication solidaire. Aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est de dire communication engagée. C'est d'ailleurs le positionnement de mon agence. C'est de défendre des enjeux de société, quels qu'ils soient. Ça peut être porter des associations, des ONG sur la misère, la maladie, tout un tas de sujets, mais aussi sur des enjeux de société et faire évoluer les mentalités, faire bouger les lignes sur l'environnement, sur le bien-être animal, sur tout un tas de sujets sur le genre, l'égalité des genres, la discrimination, voilà, sur la liberté d'expression, sur tout un tas de sujets qui envahissent notre société et qui aujourd'hui font débat. Et toi, alors, qu'est-ce qui t'a amené à sortir d'une pratique généraliste pour te spécialiser dans la communication engagée ? Avant, je travaillais pour une autre agence, effectivement. Je faisais de temps en temps des campagnes grandes causes au milieu de beaucoup de campagnes pour des marques privées. Comme tout le monde, je présentais mes campagnes à des concours de publicité, notamment Communication sans frontières de Bruno David. J'ai gagné des prix. Je voyais d'autres campagnes qui participaient comme moi et je voyais des petits bijoux. Notamment, j'ai le souvenir de campagnes magnifiques pour Amnesty International. Sauf qu'on les voyait nulle part. On les voyait, nous, dans notre petit microcosme de gens de la com et de la pub, mais on les voyait pas rayonner à l'extérieur. Déjà, ça m'a donné envie de faire davantage rayonner la voix des grandes causes et de montrer que, en étant agile, en étant un peu malin, certes avec moins de moyens,
financiers, mais avec beaucoup plus de créativité. On pouvait faire autant de bruit et autant de buzz qu'avec un gros plan média. Et puis ensuite, c'est la créativité. C'est-à-dire que pour les grandes causes, il n'y a aucune censure sur la créativité. Au contraire, il faut y aller à fond parce qu'on ne peut se démarquer que par ça, qu'en étant disruptif. Et on peut oser aller approcher des grands talents, des grands cinéastes, des grands photographes. Parce que si c'est pour défendre une cause, ils peuvent vous dire oui et oui gratuitement. Donc ça, quand on est créatif, ça attire énormément. Et enfin, moi, j'arrive plutôt en fin de carrière aujourd'hui. Je suis un peu dans la catégorie des seniors communicants. Et je me dis, après avoir un peu fait beaucoup de choses, finir mon parcours professionnel en y mettant du sens dans tout ce que je fais, en mettant ma créativité, mon talent, mon expertise au service de belles causes. Parce que je suis maman, donc défendre des enjeux de société pour être utile, que ma fille me dise pas que mon métier est complètement futile quand elle sera grande plus tard. Eh bien voilà, ça m'a donné envie de plus me focaliser sur la communication grande cause. Et là, j'ai découvert un monde déjà qui est celui des ONG. Alors on croit que c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus tendre que chez les annonceurs. C'est une vue de l'esprit, c'est tout aussi exigeant, voire plus. Et d'autre part, j'ai découvert des combats qui m'ont touchée, que je connaissais, sur lesquels j'avais une image cliché parfois, qui correspondait pas à la réalité. J'ai par exemple eu la chance d'accompagner les Restos du Cœur, la Fondation Abbé Pierre. En ce moment, j'accompagne le SAMU social sur ses 30 ans. C'est vrai que les gens à la rue, moi, en tant que Parisienne, il y en a de plus en plus sur nos trottoirs, malheureusement, et on a tendance à les voir sans les voir. C'est-à-dire, ils font un peu partie du décor, du paysage urbain, mais on n'ose pas s'arrêter, on n'ose pas les regarder, on n'ose pas leur parler. Or, ces gens, déjà, un regard, un échange, un petit bout de conversation, ça leur apporte énormément. Et souvent, quand on prend le temps d'échanger avec eux, on se rend compte que c'est des gens comme vous et moi, sauf qu'ils ont eu une rupture de vie à un moment donné dans leur existence. Certains étaient ingénieurs, d'autres chefs d'entreprise, d'autres avaient un super boulot, professeurs. Ils n'ont pas eu la chance d'avoir un entourage familial, un socle familial, qui fait qu'ils se sont retrouvés seuls et qu'ils ont descendu petit à petit et qui se retrouvent à la rue, mais que quand vous leur parlez, on a des vraies conversations et on a des gens qui se plaignent pas, ils mendient pas, ils vous racontent des choses sur leurs enfants, sur leur vie d'avant, ils sont contents d'avoir une conversation. Donc tout ça, ça m'a embarqué et je me suis dit mais j'ai trop envie d'essayer de mettre mon modeste petit caillou sur ces combats-là et essayer de les faire davantage rayonner. Et quand tu dis que le milieu associatif est parfois plus exigeant que le monde de l'entreprise, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Déjà, c'est un petit peu schizophrénique quand on est une association ou une ONG de communiquer. Donc déjà, il y en a qui ont passé le cap et qui comprennent, donc c'est souvent les grandes, que faire une campagne de pub, c'est pas tabou et que au contraire, c'est utile. Mais il y en a plein qui n'osent pas parce qu'ils ont peur que leurs donateurs pensent que avec l'argent de la collecte, en fait ils le dépensent futilement, non pas à leur cause, non pas à aider les personnes ou enfin les gens qu'ils aident dans leur combat, mais à faire de la com et de l'image. Or je suis donateur, je ne donne pas pour payer des campagnes de com. Donc du coup il y a une exigence de j'investis 1 euro, faut que ça récolte beaucoup plus. Et nous quand on fait une campagne de pub, en fait on se concentre sur la création, sur l'impact, mais on ne sait jamais à l'avance si cette campagne va générer beaucoup de dons. On ne peut pas s'engager sur ce genre de choses. On peut avoir que nos convictions, que notre créativité, mais on ne le sait pas à l'avance. Et donc, du coup, il y a un peu cette dualité. Mais là, on investit, c'est énorme pour nous. Il faut que ça collecte beaucoup, un minimum de 400 000 euros, un minimum de... voilà. Donc, ça crée des tensions parce qu'en fait, on se comprend pas toujours. Et parfois, il y a de la dualité entre le service collecte ou engagement. Maintenant, le nouveau terme à la mode, c'est de l'engagement ou directrice de l'engagement dans les ONG et le service communication qui pilote justement et qui mandate les agences sur des campagnes. Et nous, on est un peu là pour essayer de faire qu'ils se parlent entre eux, qu'ils se comprennent et que chacun s'y retrouve.
Ouais, c'est sûr ce que tu décris là, cette pression en fait héroïste presque sur toutes les actions qui sont menées dans les associations. Effectivement, pour 1 € investi, on veut que ça rapporte tant. Sauf que des fois, tu peux pas toujours mesurer les impressions ou tu peux pas toujours relier directement les résultats à une campagne. Je pense par exemple à de l'affichage. Sur du digital, oui, on peut beaucoup plus facilement traquer, mais sur de l'affichage, par exemple. Parce que tu parlais justement des donateurs qui veulent pas avoir l'impression de financer des campagnes de pub, etc. Donc, ils veulent vraiment que leur contribution aille directement au projet, aux bénéficiaires, etc. Ça, c'est une grande question. La question des frais de fonctionnement, d'administration, ça, c'est vraiment... il y a beaucoup d'idées reçues à déconstruire parce que faire tourner une association, c'est un ensemble de choses. D'abord, il y a des salaires derrière. Les gens ne travaillent pas bénévolement. Communiquer sur sa cause, faire du marketing, c'est assez fondamental. Qu'est-ce que tu expliquerais en fait à un donateur lambda? Qu'est-ce que tu lui dirais pour lui faire comprendre que c'est important pour une association d'investir dans de la communication et du marketing? En fait, si on ne communique pas, on n'existe pas, on est oublié complètement et donc la collecte s'appauvrit. Aujourd'hui, on a eu la crise du Covid, différents confinements, on a une crise économique majeure dans beaucoup de pays suite au conflit en Ukraine. Donc, c'est de plus en plus difficile de collecter pour les associations et les ONG. C'est-à-dire que les gens habituels, leurs donateurs, continuent de donner, mais des tout petits montants. Donc leur revenu de la collecte baisse. Et donc si je communique pas, là je suis carrément oubliée et c'est une autre cause qui va exister. Donc c'est important de communiquer pour exister et ne pas faire oublier son combat et arriver à mobiliser, à ancrer son combat dans les causes qui comptent et dans les causes importantes pour collecter de l'argent d'une part, mais aussi pour peut-être créer des ponts. Moi, j'ai pour exemple une campagne que j'ai faite pour les Restos du Cœur dont l'ADN est absolument de ne jamais faire de pub. Quand je les ai accompagnés, c'était une première pour eux. Je leur ai dit ce qui serait intéressant, c'est de faire connaître tous les autres type d'accompagnement que proposent les Restos du Cœur. Donc j'ai fait une campagne en plusieurs visuels qui présentaient les autres types d'accompagnement, l'accès à la culture, l'hébergement, le soutien scolaire, etc. Et grâce à cela, ils ont reçu un chèque de 4 millions d'euros d'une fondation d'entreprise parce que cette fondation a dit « mais nous, Restos du Cœur, on vous assimilait qu'à la distribution alimentaire ». Et en fait, par cette campagne, on a pris conscience que vous faisiez autre chose et ça rentre dans ce qu'on soutient, donc on vous fait un gros chèque. Donc voilà, quand j'entends ce genre de retour, on a la démonstration par le chèque, j'ai envie de dire, mais en tout cas par l'acte. Exister, communiquer, faire savoir, c'est tout aussi important que de faire et que d'être présent sur le terrain pour aider les plus démunis. On va s'intéresser maintenant à l'histoire publicitaire au sein des associations. Si on remonte le temps, quand a débuté la diffusion de messages publicitaires d'ONG dans l'espace public ? Oui, ça a été à la grande époque des French Doctors en France avec, aujourd'hui ils sont séparés, mais c'était Médecins du Monde et Médecins sans frontières, Amnesty International. Il y a eu beaucoup de choses faites aussi pour le sida avec ACT UP, avec AIDS et d'autres opérations justement communiquées pour une association. On y reviendra peut-être un peu plus tard, mais c'est pas toujours que la pub. Ça peut être le hors média. On évoquait les Restos du Cœur tout à l'heure. Les Restos du Cœur, ils sont très connus par les enfoirés, qui sont devenus une véritable marque et un peu monnaie d'échange pour eux pour exister dans le paysage médiatique, puisque ils négocient la production des enfoirés leur coûte rien, est financée par une chaîne qui diffuse le spectacle des enfoirés et en échange, ils négocient de l'espace publicitaire pour communiquer sur les Restos du Cœur, ils négocient des relais éditoriaux pour un peu expliquer qui ils sont. Et les enfoirés, ça fait autant d'audience qu'un match de foot de Coupe d'Europe. Donc c'est assez fou. Donc ça attire les chaînes. Et le coût de production de cet événement leur coûte rien puisqu'ils le font financer par la chaîne. C'est un peu un échange de valorisation. Effectivement, j'évoquais ACT UP qui n'a pas eu d'autre choix que de se faire connaître par des actions militantes et ce qu'on appelle un peu des stunts insurrectionnels.
c'est un petit peu dans leur ADN. On a tous en tête la capote déposée sur l'obélisque de la place de la Concorde, mais ils n'avaient pas d'autres moyens d'expression pour se faire entendre, parce qu'à l'époque, le sida, c'était inaudible, on n'en parlait pas, les politiques ne s'y intéressaient pas, et tout le monde en avait peur, en fait. Oui, il y a eu ça, il y a eu des grandes campagnes portées par Amnesty International sur la défense des droits de l'homme. Les Restos du Cœur en France, ça a quand même été lancé par Coluche, quand on a eu ras-le-bol au départ de payer des impôts, et qui s'est dit, puisqu'il y a une partie quand on donne à une cause qui est déduit des impôts, bah moi je vais monter ma propre sauce et je vais donner à manger là où l'État est défaillant aux pauvres, en gros. Et au départ, pour lui, c'était vraiment, ça devait durer qu'une saison, allez, grand max 2 saisons. Et après, derrière, il passait à autre chose, il revenait dans sa carrière d'humoriste. Et en fait, ça existe toujours. Aujourd'hui, même les Restos du Cœur tirent des sonnettes d'alarme en disant on n'a plus assez d'argent collecté. J'ai accompagné Médecins du Monde et j'ai découvert comme ça, au départ, avant de travailler pour eux, je pensais qu'ils intervenaient un peu comme la Croix-Rouge et Médecins sans frontières qu'à l'autre bout du monde. Et en fait, ils interviennent en France et il y a 10 000 personnes qui vivent dans des squats et des bidonvilles, par exemple en France. Ça, moi, en tant que citoyenne et française, c'est quelque chose qui me scotche parce que j'aurais jamais donné ce chiffre-là. Et j'ai honte. J'ai honte de cette situation, en fait. Et je me dis, on doit faire quelque chose. Donc moi, à mon niveau, en faisant des campagnes ou des dispositifs hors médias qui interpellent, et puis d'autres à d'autres niveaux, quoi. Voilà, en aidant, en donnant et en faisant que ça s'atténue quand même. Comment tu dirais que la communication des associations a évolué au cours de ces dernières décennies? Est-ce qu'il y a eu des courants ou des enjeux particuliers? Je pense notamment à toute cette vague de misérabilisme ou alors la perpétuation de stéréotypes à l'égard de l'Afrique. Ça, c'est quelque chose qui a été soulevé dans le passé. Quel découpage, toi, tu ferais si on devait analyser un petit peu la communication grande cause Le misérabilisme ne marche plus aujourd'hui. Il faut que les gens, dans les campagnes, quand on les interpelle sur des causes, ils aient la sensation d'une utilité de leur don. Si je donne un peu, ça va changer quelque chose. Donc il faut plus qu'on leur raconte l'espoir qu'il y a derrière leur don, derrière leur mobilisation, plus que le côté, oui, misérabilisme. On a tous, en tout cas, je ne sais pas si vous, au Canada, vous receviez ça, mais nous, Handicap International, on recevait des mailings papier. Alors, il y a aussi une époque où on a été inondé de mailing papier. Ça, c'est un petit peu fini. Et on recevait un mailing papier et tu ouvrais une feuille et tu avais des boîtes d'allumettes qui te représentaient un petit peu les béquilles des gens qui n'ont plus pour marcher, des gens qui n'ont plus de jambes, etc. Ça, c'est quelque chose qui marche absolument plus. Aujourd'hui, on peut être dans l'humour, on peut être dans l'émotion, mais jamais dans le misérabilisme. On sait aujourd'hui, nous, publicitaires, que c'est des recettes qui ne marchent absolument pas et qui n'embarquent pas les gens. Il y a aussi quelque chose de nouveau, c'est qu'aujourd'hui, on embarque un peu plus, il y a le digital et l'influence. Donc, associer sa marque, enfin sa cause à des ambassadeurs, qu'ils soient du monde de l'influence, qu'ils soient du monde de l'entertainment, ça peut ouvrir beaucoup, beaucoup de portes. Et puis, j'ai envie de dire que les stunts très militantistes à la Greenpeace, à la ACT UP, ça fait peur aujourd'hui. Ça peut faire peur à des mécènes, ça peut faire d'associer leur image, en tout cas à des gens qui tapent trop fort, qui cassent un peu, qui interpellent très fortement les politiques. Ça peut faire peur et donc ça peut écarter, des possibilités. Par exemple, nous, on n'a jamais travaillé pour Greenpeace, mais on a travaillé pour WWF. On aurait pu accompagner Greenpeace. Et je sais que Greenpeace, à un moment donné, a fait toute une action très militantiste sur les panneaux d'écran publicitaires en affichage doux. Donc, c'est ce qu'on appelle les panneaux d'écran digitaux, en les recouvrant de post-it, comme quoi c'était polluant, etc., etc. C'est sûr qu'ils se ferment définitivement les portes des régies d'affichage qui ont des panneaux digitaux. Donc, ça peut être les gares, ça peut être le métro, ça peut être les centres commerciaux. Or, c'est dommage parce qu'il y a certaines régies qui offrent une fois par an un peu d'espace pub gratuitement
à des causes qui rentrent dans leur politique RSE. Donc pourquoi se fermer des portes? Bah oui, il y a eu des évolutions sur le misérabilisme, sur toute l'époque des concerts, des personnalités qui faisaient des disques, etc. Ensuite, il y a eu le côté militantiste très très fort, qui revient un petit peu parfois, selon certains sujets. Sur certaines choses qui concernent le climat, il y a des gens qui se collent les pieds qui font un peu des actions de manifestation silencieuses et ils se collent les pieds et les mains sur le bitume pour que les flics ne puissent pas les dégager en fait et que du coup ils bloquent la circulation, donc ça fait du bruit. C'est quand même assez violent de faire des choses comme ça. Donc ça existe encore, mais je pense que c'est plus des cris parce qu'ils savent plus comment faire pour se faire entendre. Tu peux être créatif aussi en proposant des événements, ce qu'on appelle nous des stunts, c'est-à-dire tu vas interpeller, tu vas investir une place, un lieu grand public et tu vas faire quelque chose. Par exemple, nous là, pour la dernière journée internationale du droit des filles, on a monté une classe vide dans un immense centre commercial à Paris qui est la Canopée des Halles. Et en fait, avec plein de mots d'excuses, pourquoi il n'y avait pas ces enfants qui étaient présents en classe ce jour-là pour dénoncer que quand on est à l'autre bout du monde, dans des pays pauvres où il faut faire 40 km, 20 km pour aller à l'école, parce qu'on est une fille, parce qu'on a ses règles et que donc on n'a pas de protection hygiénique, enfin pour plein de raisons, parce qu'il faut travailler, c'est compliqué d'aller à l'école. Et c'était une façon d'interpeller pour sensibiliser justement à l'inégalité du droit des filles, puisque le premier des droits pour s'émanciper, c'est l'éducation. Et c'est pas donné aujourd'hui à tout le monde, partout dans le monde. Vous, chez Mademoiselle Pitch, justement, vous accompagnez aussi, pas seulement sur des campagnes 360 ou digitales, vous faites aussi ce que vous appelez du happening artistique. Donc, c'est un petit peu ce que tu nous décris là. Donc, ça peut être sous la forme d'une une installation, une performance, mais aussi une exposition. Vous faites aussi de la communication d'influence avec notamment des voyages de presse influenceurs humanitaires. Donc, ça, c'est quand même assez méconnu, je dirais. On sait que des influenceurs s'impliquent et défendent des causes à travers leur communication, mais ce concept d'envoyer un pool d'influenceurs en voyage humanitaire pour aller vraiment au plus près des actions, ça, il me semble que c'est quand même relativement nouveau. Et puis vous faites aussi des lancements, on va dire, de festivals. J'ai notamment en tête le festival Les Gros Mots. Et ça, c'est une tendance aussi dans les dernières années. Les Petits Frères des Pauvres aussi a lancé son festival il y a peu. Les associations se mettent à créer leur propre festival, donc en général urbain, donc pour capter une audience un petit peu plus jeune, pour essayer d'aller chercher des profils donateurs, on va dire, plus jeunes, parce qu'il faut aussi rajeunir les bassins. Donc, j'ai l'impression que ça s'est beaucoup à la fois professionnalisé, diversifié, le champ des possibles s'est beaucoup élargi. Oui, c'est vrai. Tu parlais d'happening artistique. J'ai le souvenir d'un happening artistique qu'on a fait pour WWF et qui a tellement plu qu'il a été programmé dans Nuit Blanche à Paris, qui s'appelait Under the Sea Exhibit. Et pour sensibiliser à la protection des mammifères marins, j'ai eu une idée folle qui était d'aller chercher un très grand photographe de mammifères marins, Greg Lecoeur, et qui est basé à Monaco mais qui voyage partout dans le monde, et de projeter des photos sur les bassins d'une piscine classée à Paris, qui était la piscine Pailleron, d'éclairer ça et d'en faire une animation, un événement pendant Nuit Blanche. Ils ont adoré, ils l'ont programmé dans Nuit Blanche. Et je me suis dit, ce qui serait fou, c'est d'avoir la musique du Grand Bleu, ça ferait sens. Le compositeur de la musique du Grand Bleu, non seulement m'a cédé ses droits, mais il est venu jouer en live sur le bassin. Donc voilà, et ça m'embarque, c'est artistique, et en même temps je me dis oui, c'est vrai, moi quand je pars en vacances, des fois je fais n'importe quoi sur la plage, des fois je fais n'importe quoi sur mon bateau, donc ça me fait un peu plus réfléchir à ce que je fais. Donc ça, c'est un exemple d'happening artistique. L'événementiel, donc on vient de lancer la première édition du Festival des Gros Mots. Donc là, on est parti sur l'art engagé, où on a demandé à des artistes pluriels. Côté, il y avait Arastar,
il y avait tout un tas d'artistes, Fabien Vercher, Leke Sowat, enfin tout un tas d'artistes cotés en art urbain, de créer une œuvre inédite, inspirée autour d'un des combats de Médecins du Monde. Et cette œuvre, elles ont été exposées à Grande Contrôle à Paris, qui est un tiers-lieu, et mise en vente au profit de Médecins du Monde. Donc, il y avait un parcours exposition. C'est déroulé sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Le samedi soir, on a monté une scène d'éloquence sur laquelle on a fait venir des artistes de cinéma, de théâtre, des rappeurs comme Passy, comme Kerry James, venir interpréter des textes issus d'un concours d'écriture qu'on avait lancé nationalement parlant en France, en amont du festival, autour des combats, et les gens pouvaient s'exprimer sur la catégorie poésie, rap, chanson, nouvelles, textes d'éloquence. À ma grande surprise, c'est pas le rap qui a eu le plus de textes, ça a été la poésie et l'éloquence aussi. On est venu faire incarner les mots des autres par des gens dont le métier est d'y donner du corps, du sens, de l'interprétation. Et ça aussi, c'est des moyens de faire découvrir un petit peu autrement à un public plus jeune, effectivement, parce que le socle des donateurs est plutôt senior. C'est de plus en plus dur pour les seniors de conserver leur train de vie, surtout quand ils ne travaillent plus. Certains peuvent disparaître, donc il faut penser à se renouveler. C'est pour ça que le digital est arrivé, c'est pour ça que l'influence arrive, et c'est pour ça que l'événementiel plus urbain arrive aussi. Il y a la Fondation Abbé Pierre là qui va lancer la Nuit de la rue prochainement. Bon, c'est principalement des rappeurs qui viennent monter une scène autour pour l'Abbé Pierre. Ed, par exemple, fait un événement qui s'appelle Faites l'amour chaud. C'est un peu un stand-up où il y a une série de comiques et de drags qui viennent faire des sketchs inédits, humoristiques, mais toujours autour du sida, soit en mode prévention, soit en mode information. Donc voilà, tout ça, ce sont des formes plurielles. On peut se dire qu'un événement comme ça, toutes les places vendues vont au profit d'une cause. Donc c'est aussi une façon de collecter, et c'est aussi une façon de capter un public plus jeune. Et puis un public plus jeune, on va lui demander peut-être pas de s'engager sur des dons réguliers, mais sur des micro-dons, des actions de militantisme, des projets qu'ils ont envie de porter eux-mêmes. La Croix-Rouge fait ça. On peut être porteur de son propre projet pour aider les gens en situation de précarité en France ou ailleurs, collecter au profit de la Croix-Rouge et après avoir un accompagnement de la Croix-Rouge dans son projet, bien sûr, pour le faire exister. On est dans la COP28. On vient de faire une campagne pour CARE International et qui s'appelle Climate Change is Sexist. En gros, c'est un claim pour dire que le réchauffement climatique impacte plus les femmes que les hommes sur des populations en grande précarité, parce que les femmes restent aux champs, restent dans les villages, travailler, s'occupent des animaux, des champs, il y a de la sécheresse, donc effectivement elles sont plus concernées par le réchauffement climatique. Les hommes partent dans les villes chercher du travail, et on a créé un t-shirt emblème de cette campagne et on l'a fait porter par tout un tas de personnalités de la société civile plurielle et par des influenceurs qui ont relayé pendant une semaine avant l'ouverture de la COP28 cette campagne. Donc ça lui a donné un écho assez important. Bon, je vois que tu t'éclates bien quand même dans tes fonctions de consultante en communication, pitcheuse professionnelle. En tout cas, c'est plein de créativité, on aime ça. J'aimerais te faire réagir à une phrase de Bruno David que tu as citée tout à l'heure et qui est le président de Communication sans frontières, lorsqu'il dit que les ONG abusent de la séduction au détriment de l'information et qu'il appelle d'ailleurs à ce que les assos se repolitisent en précisant que c'est pas leur rôle de s'inscrire dans une démagogie marketing, je cite. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Oui et non, c'est-à-dire je sais pas le sens exact de son propos, enfin ce qu'il veut mettre derrière ces mots, c'est que le propre d'une cause, d'une ONG, c'est de s'engager dans le combat et qu'il faut oser être militant, qu'il faut oser ne pas être consensuel. Voilà, avec les politiques et taper du poing sur la table. On revient au côté très militantiste. C'est vrai qu'il y a des ONG qui ne vivent que des fonds privés, qui ne dépendent absolument pas des fonds publics ou européens. Donc là, elles ont cette liberté de ton.
C'est le cas, par exemple, de Médecins du Monde. Et il y a des ONG qui ont des aides publiques. Donc, elles doivent être un peu dans un consensus. Elles peuvent pas, il y a un niveau où elles ne peuvent pas taper trop fort parce que sinon, elles se mettent une épine dans le pied et du coup, elles se coupent certains financements. Je pense quand même que toutes les causes se bougent aujourd'hui. Enfin, moi, pour en accompagner plusieurs, par exemple, j'accompagne le SAMU social de Paris, qui est quand même aidé par le ministère du Logement en France, qui reçoit pas mal de fonds, mais pas que. Ils ne peuvent pas taper aussi fort du poing sur la table, peut-être que d'autres qui sont plus indépendants. Mais pourtant, ils font des choses en plus, au-delà de ce qu'on attend d'eux, pour amener peut-être des fois des massages bien-être à des femmes qui vivent à la rue, pour qu'elles se regardent autrement, tout un tas d'actions, d'accompagnement qui sont pas dans leur spectre de juste les soigner et de les raccrocher au système de santé ou de les sortir de la rue en leur trouvant un hébergement, mais qui est aussi tout cet accompagnement, je te vois, je te regarde, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme atelier, comme idée d'animation ensemble pour créer du lien, se parler, être dans l'échange et que vous ayez la sensation qu'on vous regarde comme des humains, quoi, comme des humains normaux et pas comme des gens un peu transparents parce que vous êtes hors société. Donc, je sais pas, sur les gens, moi, que j'ai accompagnés, je trouve qu'ils se bougent, mais après, il y en a qui ont un ADN peut-être un petit peu plus, qui sont peut-être un petit peu plus consensuels que d'autres. Mais quand même, quand il faut lever la voix, ils sont capables de lever la voix. Peut-être pas de la même façon que un côté trop punchy, trop disruptif, mais ils savent le faire. Et en même temps, il y a un étau de l'éthique, j'appellerais ça comme ça. Petit à petit, l'étau de l'éthique se resserre aussi. Il y a des choses qu'on peut plus montrer, qu'on peut plus dire. Par exemple, ne pas moraliser le donateur. J'ai un exemple de ça. C'est la campagne No Excuses de Médecins sans frontières qui a fait beaucoup parler d'elle en 2015 parce qu'elle mettait en scène sur le terrain de l'urgence les réponses données aux recruteurs donateurs dans la rue. Et il y a eu une lettre ouverte qui a été écrite à l'association par des universitaires qui dénonçaient, je cite, une campagne manipulatoire qui donne au marketing un rôle de jugement et de rééducation morale du public. Donc ça, aujourd'hui, on voit que ça passe plus. Le côté moralisateur, il y a aussi toute cette idée de respecter la dignité des personnes bénéficiaires, de pas véhiculer de stéréotypes, c'est tout ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au misérabilisme. Il y a aussi ne pas créer d'écart entre la perception de notre aide et la manière dont elle est perçue par ceux qui la reçoivent. Donc, j'ai l'impression que communiquer aujourd'hui, quand on est une association, c'est un peu un exercice d'équilibriste. Oui, ça l'est, mais je pense qu'il faut se concentrer sur l'utilité du don, l'utilité de la mobilisation et ce que ça apporte. Est-ce qu'on est revenu, il faut redonner de l'espoir. Nous, on peut jouer de l'humour. Par exemple, moi, j'ai sorti une campagne de pub pour la Croix-Rouge qui était hyper disruptive. Ça s'appelait Lâche-con. Et en fait, j'interpellais des jeunes, je devais toucher des jeunes, qui est pas le socle des gens qui s'intéressent à la Croix-Rouge en général. Et on a joué avec ce mot con parce que les jeunes, on dit souvent les ados, les jeunes adultes qui sont dans l'âge con. Donc on a fait l'âge confiant, l'âge concerné, l'âge consciencieux. On jouait, mais en fait dans l'accroche, on voyait beaucoup de cons en énorme. Bon, c'était de l'humour et en fait c'est une campagne qui a cartonné auprès des jeunes. Il faut faire réfléchir. On peut jouer sur l'humour, on peut jouer sur l'émotion. J'ai sorti une campagne pour l'Abbé Pierre, la fondation Abbé Pierre qui s'appelait Des petits riens qui changent tout. En fait, c'était une campagne de citations sur des aplats noirs où je prenais des citations de gens connus, des auteurs, enfin plein de gens connus, et je griffonnais un mot que je changeais par un autre et ça devenait une vraie citation de l'Abbé Pierre. Cette campagne, on m'en a parlé jusqu'au Canada. C'est hallucinant, quoi. Tous les gens me disaient, je suis en vacances à Paris, je trouve votre campagne, mais j'ai reçu un nombre de messages sur cette campagne impressionnant. Donc, voilà, sortons, faisons réfléchir les gens, mais ne soyons pas dans un côté moralisateur, dans un côté culpabilisant. Voilà, soyons plutôt, essayons de leur montrer que ce qui est aussi compliqué, c'est que des fois, on les sensibilise sur des causes qui se passent pas chez nous. Moi, j'ai déjà fait des campagnes, tu parlais de voyages de presse humanitaire, j'ai fait ça
pour la lèpre, la Fondation Raoul Follereau. Donc, comment te dire que ça parle à personne ici, en tout cas. Et j'ai fait ça aussi pour une ONG qui a été créée par deux Français, mais qui vivent depuis plus de 20 ans au Cambodge, qui ont sorti de la misère les enfants Khmer rouges, en gros, issus de cette époque-là, qui vivaient à la rue. Et comment t'arrives à attirer des médias, des influenceurs, à s'intéresser à eux. Ça se passe pas chez nous, ça joue sur la misère au Cambodge, alors que nous, on en a plein ici. C'est pas en faisant pleurer dans les chaumières que je vais y arriver. Donc c'est peut-être en leur faisant vivre une expérience, c'est peut-être en réussissant à les embarquer. Alors c'est long, hein, parce qu'il faut leur demander de dégager du temps. Mais après, une fois qu'ils sont sur place, ils sont embarqués, quoi, parce que c'est des sourires, parce que c'est une machine à broyer la misère pour certains, et ça marche. Ils ont monté, par exemple, cette école dont on s'occupe, qui s'appelle Pour un sourire d'enfant, qui est pas du tout connue. On a fait des voyages de presse humanitaires et influenceurs, et ils ont monté une école de cinéma qui est la seule école de cinéma reconnue au Cambodge. Et parmi les petits enfants qui étaient chiffonniers dans la rue sur la décharge, aujourd'hui, il y en a qui sont juges, il y en a qui travaillent à l'ambassade. Il y a plein de beaux métiers. Il y en a qui travaillent dans les métiers de la télévision, du cinéma, qui ont tourné avec Kim Chapiron, qui ont tourné avec Angelina Jolie. Quand on entend ça, on se dit, mais ça marche, en fait. Le secteur à but non lucratif n'est pas épargné par la parodie de publicité, puisqu'on n'hésite pas depuis quelques années à railler un petit peu ces clichés utilisés dans les campagnes de sensibilisation ou d'appel aux dons. Je me souviens, en 2016, il y a eu une satire audiovisuelle qui a fait beaucoup parler d'elle. C'est le Darfim Babour. Je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Alors là, tout y passe. La chanson caritative, le youtubeur engagé, l'intellectuel sauveur du monde, le misérabilisme, et aussi la stigmatisation des populations aidées, qui est complètement banalisé dans le langage courant. Ça avait fait un gros buzz à l'époque. Et un petit peu plus près de nous, il y a 1 an, une ribambelle de stars ont joué dans une fausse pub humanitaire pour l'Unicel. Donc c'est une vidéo en noir et blanc pour accentuer un petit peu le côté dramatique. On nous apprend que dans le monde, il y a 40% des enfants de moins de 10 ans qui n'ont pas de portable, que cette situation ne peut plus durer et que ces enfants ont le droit d'être avertis des promotions commerciales. Donc la pub s'achève par le slogan « Un enfant, un portable, un arbre, donné à l'Unicel ». Et c'était dans le cadre d'un show télé, je me rappelle, un peu parodique, hein, animé par Alain Chabat. Exactement. Qu'est-ce que tu penses, toi, du traitement parodique des publicités humanitaires ? Je pense en tout cas que l'humour peut marcher notamment si on veut toucher des jeunes, un public plus jeune, et même au-delà. Mais en tout cas, l'humour peut être un levier qui marche. Tu évoquais cette pub, mais je pense aussi à une campagne pour la Croix-Rouge qui a été signée d'Altman et Pacro, où en gros, c'est une grand-mère qui sauve le monde et qui porte secours. Et genre, même elle peut le faire. Et en fait, elle peut le faire en prenant son téléphone et en appelant la Croix-Rouge. Après, les parodies, ça t'interpelle un petit peu. Ça fait du buzz déjà. Ça fait réfléchir et ça fait beaucoup de buzz. Et un buzz, ça peut avoir énormément d'impact, parfois plus qu'une campagne d'affichage. Là, c'est un buzz qui est quand même créé par des tierces parties. Est-ce que tu penses pas que ça fait plus de tort qu'autre chose au secteur associatif ou Moi, ça me fait sourire, voire rire. Et c'est bien d'avoir de l'autodérision aussi sur qui on est, sur ce qu'on fait, sur comment... Sinon, ce serait très chiant, quoi, si on n'était pas capable d'avoir d'autodérision. Donc moi, ça me gêne pas. J'ai vu il y a pas longtemps une parodie sur les réseaux sociaux d'une fille qui, c'était en France, d'une influenceuse qui se moque de notre jargon, nous gens de la pub, quand on est en réunion entre nous avec le client, et puis elle caricature tout. Ça m'a fait marrer. Je me suis pas dit oh là là, ça fait du mal à mon métier. Je me suis dit ouais, c'est vrai, on est un peu comme ça. Certes, c'est caricatural, mais on est un peu comme ça. Donc prends du recul et essaye d'inventer d'autres choses. Moi, je le prends comme ça, mais c'est mon tempérament. Non, mais il faut qu'il y ait de la polémique, faut qu'il y ait de l'humour, faut qu'il y ait... Les humoristes disent souvent on fait mal, on dénonce des choses avec l'humour, mais c'est justement pour un petit peu plus toucher à un plus grand nombre et faire prendre conscience de certaines choses en faisant marrer.
Alors, on va parler budget à présent. On sait que les ONG n'ont pas les mêmes budgets publicitaires que les entreprises. C'est la raison pour laquelle elles sollicitent du pro bono de la part des agences. Vous-même, vous êtes la seule agence à avoir un département de négociation de plans médias semi-gracieux et gracieux. Donc, vous l'activez notamment pour le déploiement des campagnes primées dans le cadre du concours dont on va parler dans un instant. Combien ça coûte en moyenne de faire un film publicitaire, une campagne d'affichage ou même une campagne 360 et quel est le budget à prévoir pour un plan média qui soit efficace? Donc, si on parle chiffres ordre de grandeur, combien ça coûte? C'est compliqué de répondre à ça parce que c'est une campagne qui dure combien de temps, qui est sur combien de canaux, qu'est-ce qu'on met dedans, est-ce qu'on arrive à avoir un talent qui s'engage en semi-gracieux ou voilà en prix cadeau, c'est souvent le cas, ce qu'on essaye d'avoir. Alors, ce qui coûte cher, c'est le film. Alors, si on fait un film pour les réseaux sociaux, ça peut être moins cher en prod, mais un film pour la télé, pour le cinéma, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, avant d'aller sur le film, il faut quand même se poser la question, est-ce que je vais avoir les moyens d'exister et de déployer? Est-ce que mon film va avoir une capacité à durer un temps assez long? Ça veut dire peut-être plusieurs années, peut-être 2-3 ans. Si il va pas être diffusé de façon massive, faut pas mettre son argent sur un film, ça c'est mon avis, ou plutôt capitaliser sur des mini-films réseaux sociaux qui là peuvent utiliser le motion, la vidéo, mais on n'a pas besoin d'avoir autant d'éclairage, autant de décors, d'autorisation de tournage et de mobilisation de techniciens, donc ça coûte moins cher. Une campagne d'affichage, par exemple, en semi-gracieux, ça peut commencer d'une semaine dans le métro. Le prix d'entrée pour juste le plan média, ça peut être 20 000 euros. C'est pas non plus dingue comme prix. Quand on est une ONG et qu'on collecte des millions d'euros chaque année, on voit que c'est quand même une petite part. Je dirais que si on veut vraiment faire une campagne qui a de l'impact, ça va osciller entre 80 000 euros et des centaines de, 120 000 euros. Déjà, on peut faire des choses, quoi. On peut faire beaucoup de choses, pas qu'une chose. On peut faire une campagne 360, on peut activer des personnalités, on peut être en affichage, on peut faire de la radio, parce qu'on organise un concours où on offre effectivement la diffusion, mais toutes les campagnes, toutes les acteurs solidaires qu'on accompagne dans leur communication, si on fait de la pub, en plus de leur plan média, on l'enrichit d'un plan média gracieux ou semi-gracieux. Donc, on va aller chercher de la pub gracieuse. Là, par exemple, on lance la campagne de collecte qui est actuellement dans le métro pour le SAMU social de Paris. On est allé chercher du gracieux en presse magazine et on est en presse écrite, on est dans l'Humanité magazine, Top Santé, JQ, Le Figaro. Enfin voilà, on a réussi à obtenir du gracieux dans ce genre de médias. On a des radios aussi qui nous suivent en gracieux, des belles radios comme Chérie FM, comme Europe 2, comme Radio Classique, etc. Et puis on a on a une enveloppe de semi-gracieux et à nous de voir ce qui nous paraît le plus efficace parmi certaines régies qui vous disent je vous offre pas du gracieux à 100%, mais pour 2 000 euros, pour 3 000 euros, je peux vous offrir une semaine en radio. Voilà, des choses comme ça. C'est intéressant, c'est pas intéressant. Et on conseille le client et c'est lui qui décide in fine sur ce qui nous paraît le plus opportun. Voilà, après, si on est sur de l'événementiel, ça coûte plus cher parce qu'il y a toute une logistique de scénographie, de louer un lieu ou de l'avoir gratuitement. Mais si on l'a gratuitement, c'est une représentation, une fois. Par exemple, quand je dis l'amour l'aime chaud de Ed, le lieu est gratuit, mais c'est une représentation, il y en a pas deux. Ça peut être sur des montants, un petit peu plus conséquents. Et puis après, je sais pas, on peut être sur des RP uniquement un dispositif personnalité. En général, sur Insta par exemple, en général, les personnalités elles le font gratuitement. Ce qu'il y a, c'est que nous, on prend des honoraires pour approcher 20 personnalités pour en avoir 10, des choses comme ça. Ça nous est arrivé aussi de monter des dispositifs de collecte sur Instagram où on va demander à des personnalités de faire une petite vidéo d'elles selfie sur leur compte Insta, de donner un objet qui leur appartient et on va le mettre en vente sous forme de tombola solidaire au profit de la cause. Le Secours populaire fait ça, par exemple, mais on a déjà fait des choses pour les chiens guides d'aveugles où j'ai demandé à des personnalités qui sont connues pour être avec leurs chiens
et s'afficher avec, de faire une petite vidéo sur leur compte Insta, de dire salut, c'est Jean-Paul Rouve, salut, c'est un tel et un tel. Aujourd'hui, je suis avec mon chien, elle le présente, et j'ai décidé, pour financer l'éducation d'un chien guide d'aveugle qui est en général offert, et c'est 2 ans d'éducation, d'offrir un objet qui est mis en vente aux enchères, qui appartient. Alors, ça peut être un vêtement, ça peut être un jouet, ça peut être une gamelle, ça peut être une niche, ça peut être ce qu'il veut. Ça peut être, je sais pas, une friandise qu'il affectionne particulièrement, et de le mettre en vente. Voilà, comme ça, tout un tas de personnalités qui font ça. Ben ça, c'est pas des choses qui coûtent très cher. Je sais que c'est pas évident d'annoncer un budget comme ça de but en blanc, mais ça donne quand même des ordres de grandeur pour que les gens se rendent compte quand même du coût qui est attaché à ce type d'opération. Ça me permet de faire le lien avec le concours de pub que tu as créé, Mademoiselle Pitch Awards, et dont la vocation est de mettre à l'honneur chaque année un grand enjeu de société qui parle aux jeunes et qui est porté par une grande ONG ou association. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du fonctionnement de ce concours et de ses retombées? Alors, c'est un concours qui est complètement inédit dans le paysage publicitaire et dans le paysage de la communication grande cause, puisque c'est un vrai brief de la vraie vie qui représente une grande ONG. On a eu des très belles ONG qui ont été mises à l'honneur, dont Médecins du Monde pour la partie pub, alors qu'ils collaborent avec des agences de pub comme Marcel, par exemple, de renom. Il est pluriel, le principe. Le premier, c'est de faire émerger des jeunes talents créatifs. Le second, c'est de sortir de sa zone de confort créative, une ONG. On est souvent, quand on est agence et qu'on est consulté pour proposer une campagne de pub, donc un pitch pub, on propose 3 campagnes, 3 concepts de campagne. Souvent, il y en a un classique et il y en a 2 un peu plus créa. À chaque fois, souvent, les ONG prennent le classique et le traditionnel, celui que nous, on n'aurait pas voulu idéalement vendre en tant qu'agence. Et là, ce concours, je dis aux ONG, en fait, tout vous est offert. Vous n'avez juste qu'à proposer un brief. Non seulement vous allez avoir une multitude de créations qui vont vous être proposées sous différents formats, 360, digital, film, radio, spot radio, affichage, et en plus sur votre brief. Et moi, je m'engage sur chaque catégorie primée à les diffuser massivement, mais à les diffuser d'une telle intensité que jamais vous pourrez vous offrir ça dans la vraie vie. Même si vous avez l'habitude de communiquer et même si vous faites partie des grandes ONG comme Médecins du Monde qui sont connus pour oser faire de la pub en affichage, en télé, en digital, etc. Mais comme c'est des jeunes qui vous regardent sur votre problématique, forcément, ils vont restituer des choses en termes de création publicitaire qui sont différentes de ce que vous avez l'habitude de faire habituellement. Mais c'est intéressant aussi d'être regardé par une autre génération et de rafraîchir un peu l'image de votre cause, de l'avoir diffusée. Vous pouvez le vendre facilement au conseil d'administration et à vos donateurs parce que tout vous est offert. Donc, vous prenez 0 risque dans le pire des cas, et ensuite de voir ce que ça fait. Et en fait, par exemple, la Croix-Rouge a été une ONG bénéficiaire. On a sorti une campagne primée qui s'appelle Show pour une game, show pour plein de choses. Il y avait 3 visuels. C'est une campagne qu'on a affichée 1 an, qui a tellement cartonné, elle a permis en l'espace de 10 mois, de recruter 16 000 jeunes bénévoles, alors qu'ils avaient un mal fou depuis des années à recruter des jeunes. Et d'autre part, cette campagne, elle a énormément rafraîchi l'image de la Croix-Rouge. Et donc, parce qu'ils faisaient des campagnes très classiques, très conventionnelles. Et elle a tellement marché que la Croix-Rouge a re-signé pour 1 an de diffusion supplémentaire de droits pour la reprendre. Ils veulent pas s'en séparer. Et quand elle a été primée, les gens de la communication, de la direction de la communication de la Croix-Rouge ont joué le jeu en jury, d'accepter le choix du jury, parce que pour donner un peu un label, certes, ce sont des jeunes et un regard nouveau,
les gens qui vont dire la meilleure campagne qui a été proposée dans ce concours et qui tient la route, c'est celle-ci et pas une autre. Ce sont que des directeurs de création des plus grandes agences de pub internationales et nationales, de Ogilvy à Marcel, à TBWA Worldwide, enfin voilà, tout un tas de très belles agences. Et donc, du coup, on ne peut pas contester le choix créatif. Et ensuite, elle voit comment ça se passe. Et c'est vrai que Chaupour, le directeur de la communication, Laurent Amion, avait joué le jeu. Il n'avait pas présenté à ses équipes internes la campagne primée avant la remise de prix, parce qu'il s'est dit, si je la présente, il va y avoir du débat, on va dire, ça nous ressemble pas, etc. Et donc, moi, à la fin de la remise de prix, il y a plein de gens de la Croix-Rouge qui sont venus me voir et qui m'ont dit, ah, le film, ça nous ressemble, mais alors, la campagne d'affichage, pas du tout, c'est pas nous, on s'y retrouve pas, on n'aurait jamais voté pour ça, etc. Et je leur dis, bah, c'est bien le propos. C'est pour ça que le jury, c'est pas vous, mais le jury, ce sont des créatifs qui donnent de leur temps gracieusement pour aider un jeune talent à émerger. Et en fait, ils s'aperçoivent que ça a de l'impact. Donc du coup, après, ils osent être plus disruptifs et ils osent un petit peu, voilà. Donc là, je sers un peu ma cause et celle de mes confrères en se disant, oser être créatif parce que ça paye, en fait, la créativité et voilà, le changement de posture et de ton. Et puis, le dernier aspect, c'est de montrer que quand on prend le temps d'exister, publicitairement parlant, sur un temps long, par exemple, nous, dans le concours, on offre une campagne d'1 million d'euros en radio. En radio, vous imaginez, c'est énorme. On offre une campagne de plusieurs mois en affichage national. On offre une campagne digitale. On offre le film, il est diffusé 4 mois en télé et au cinéma. Enfin voilà, on donne une visibilité dingue quoi à une ONG. Bah, il se passe des choses. On rentre au musée. On a des cinéastes connus qui vous appellent et qui vous disent « Je veux mettre cette pub dans une scène de mon film, on vous met au générique, etc. » On a le président de la République qui vous fait appeler et qui vous dit qu'il voudrait telle pub encadrée, dédicacée pour son bureau de représentation. Enfin, voilà, des histoires, on m'aurait dit que j'allais vivre ça, j'aurais dit même pas en rêve. Et en fait, si, j'ai eu plein de trucs dingues, quoi. Et j'en suis super fière. Et de voir que ces campagnes, par la durée de leur exposition, elles créent des dons. J'ai le souvenir j'évoquais tout à l'heure un chèque de 4 millions d'euros pour les Restos du Cœur, mais j'ai le souvenir d'un autre chèque de 400 000 euros qui est venu pour le Secours populaire. Donc voilà, et ça fait plusieurs années que le Secours populaire est sorti du concours, hein, parce que on fait tourner les causes et les combats et les sujets. Et j'étais au Père Noël Vert, qui est leur grande messe annuelle pour Noël, hein, au Musée des Arts Forains lundi. Et toute la direction est revenue vers moi et m'est tombée dessus en me disant on revient dans le concours, c'était trop bien, la campagne qui en est sortie. En fait, elle changeait tellement de ce qu'on a l'habitude de faire et c'est notre campagne préférée, toute année confondue, quoi. Donc quand j'entends ça, je me dis bah on a réussi quelque chose. Et en plus, je fais sortir de sa tanière un jeune talent. Et là, par exemple, j'ai l'exemple d'un jeune créatif qui avait gagné le Grand Prix affichage sur une édition pour le Secours populaire. Grâce à ça et sa campagne diffusée, il s'est fait embaucher chez Fred et Farid. Et cette année, alors qu'il est tout jeune, il est revenu avec son premier Lions à Cannes. Donc c'est la gloire quand même. Moi, quand j'entends ça, je me dis ah bah je réponds à tous mes objectifs. Être créatif, donner une part de voix inédite à une cause qui va lui être utile et qui va l'aider beaucoup financièrement et en termes de part de voix, d'existence en fait, de faire entendre son combat. Et en plus, je lance un jeune talent. Donc c'est quand même c'est trop chouette. Et cette année, c'est la 4e édition. Et c'est Aide, l'ONG qui est mise à l'honneur. Sur une campagne, je pensais qu'ils allaient parler, c'est bientôt la fin, on peut espérer la fin du sida, puisque on est proche de trouver un vaccin si on met suffisamment d'argent dans la recherche. Mais non, ils ont, devant le succès de la campagne Chaupour pour la Croix-Rouge, ils ont décidé de faire une campagne de recrutement de jeunes militants.
Là, actuellement, vous avez lancé l'appel à candidature qui court jusqu'au mois de février ou mars, je crois. Jusqu'au 28 mars. Bon, je mettrai tous les liens. Voilà, on peut répondre sur les mademoisellepitchawards.com. Il y a tout, il y a un brief, il y a le jury. Ça va être Nicolas Bordas, qui est le président monde de TBWA, qui est président de jury cette année. L'année dernière, c'était Olivier Hatzmann. L'année d'avant, c'était Mathieu Elkaïm de Ogilvy Paris. Enfin, à chaque fois, on a des super noms. L'année encore d'avant, c'était Olivier Lefebvre de l'agence Fred et Farid. Et tous ces gens, ces créatifs, ces patrons d'agence, donnent de leur temps gracieusement on est tous une journée ensemble et on débat. Voilà, je dois dire aussi que ce concours, il existe et il a toute sa notoriété par les régies qui embarquent dans le concours et qui disent, nous aussi, une fois par an, on peut donner et être généreux pour des causes. Donc ça, c'est chouette aussi de voir que le concours touche aussi les régies et que les régies sont généreuses et que une fois par an, on peut tous faire l'effort. Moi, je fais ça gratuitement. Ça me prend un temps dingue. C'est le dossier qui me prend le plus de temps. Voilà, à chaque fois, j'invente des nouvelles catégories. Donc, si je lance une catégorie, il faut que j'ai une régie pour porter le déploiement. Des fois, j'ai des coups de cœur sur des campagnes. Je les diffuse à mes frais pour qu'elles existent. Voilà, donc c'est ma petite contribution pour les grandes causes. Quelles sont, selon toi, les campagnes de cause qui doivent figurer au panthéon du patrimoine publicitaire ? Et pourquoi ? Il y en a plein. Déjà, Amnesty International, moi j'adore toutes les campagnes qu'ils ont faites. Il y a eu plein de campagnes très très fortes, très poignantes, très efficaces. J'ai un de mes créatifs qui a signé d'ailleurs il y a quelques années une campagne pour eux qui était des personnages en bougie en cire qui fondent c'était une campagne de sensibilisation contre la peine de mort, mais ils en ont fait plein d'autres qui sont top. Moi, je dirais le sida, Amnesty, mais il y a aussi plein d'autres sujets où des fois ça me scotche et j'adore. Là, par exemple, il y a eu une campagne en France qui est sortie, qui est d'une agence qui s'appelle Steve cette année, qui s'appelle Pour Vision du Monde. Et en gros, on voit quelqu'un de dos regarder ce qui se passe autour de lui. Et ce qui se passe autour de lui, c'est la misère, c'est les bombes qu'on tout détruit, c'est un certain nombre de choses. C'est une campagne. Je m'étais arrêtée dans le métro et je l'avais regardée et je m'étais dit, waouh, celle-là, elle me marque. C'est bien vu, quoi. Et en plus, c'est pas misérabilisme. Je me souviens de la campagne On s'en fout de Médecins du Monde, portée par la voix d'Orelsan, qui était géniale, qui m'avait marqué. Alors eux, ils ont un mode d'expression plus particulier, soi-disant qui est moins publicitaire, en tout cas classique, qui est moins dans les codes publicitaires, puisqu'ils ont souvent des campagnes avec des mots un peu lyriques, mais c'est une ONG de plaidoyer, Médecins du Monde. Donc quand on les connaît de l'intérieur, ça leur va plutôt bien. Mais c'est vrai que Médecins du Monde, on s'en fout. C'était une campagne, je pense, qui a beaucoup scotché beaucoup de gens. Et puis moi, j'ai la chance d'avoir la campagne Post-it pour le Secours populaire, qui est rentrée dans le patrimoine publicitaire, en tout cas français, puisqu'elle est dans plusieurs longs métrages au cinéma, notamment sur les Olympiades d'Audiard. D'avoir la campagne Pélican pour WWF. Ça, c'est une campagne qui a été hyper connue. Elle est dans 3 longs métrages et elle est aussi dans une série télé américaine. J'en ai plein qui sont dans des livres et quelques-unes qui sont au musée. Là, quand la campagne Chaupour du concours, elle est rentrée au musée, et une des campagnes de la Fondation Abbé Pierre que j'évoquais dans le concours et que j'évoquais tout à l'heure avec une campagne de citation, elle est au musée des Arts Déco de Paris. Je me souviens très bien de cette campagne. Je l'ai vue dans le métro à Paris, effectivement, et elle m'avait interpellée. Je m'étais retournée aussi, donc ça avait très très bien fonctionné sur moi. Et des gens du Canada, d'où tu es, m'avaient écrit. Donc, ça m'avait super touchée. Ouais. Écoute, Magali, avant de se quitter, j'aimerais qu'on parle d'un de tes nouveaux projets bébés qui s'apprête à sortir en janvier 2024, puisque tu vas lancer ton propre podcast, Mademoiselle Pitch on Air, le podcast qui explore la puissance de la communication au service des grandes causes. Alors, est-ce que tu peux nous pitcher justement ce projet-là et ce qui le réserve à ses futurs auditeurs ?
Alors, c'est un podcast où j'invite tous les gens, tous les acteurs de la communication solidaire, que ce soit des patrons d'agences de pub, des créatifs, des représentants d'ONG, des chasseurs de plagiat publicitaire comme Joe Lapompe. Et on parle création, on parle pub et on parle utilité de la pub et de tous les leviers de communication qui existent pour les grandes causes, qui peuvent être l'événementiel, le stunt, le celebrity marketing, enfin plein d'autres choses possibles et imaginables au service des causes. Et est-ce qu'il faut avoir peur, justement, expliquer qu'il ne faut pas avoir peur de faire de la pub quand on est un acteur solidaire, bien au contraire, parce que on le dit assez aux marques, et les marques communiquent beaucoup parce que la pub fait vendre. Eh bien, la pub permet de collecter pour des causes et des associations, et elle permet aussi de gagner en notoriété et donc d'ouvrir des portes, d'ouvrir des partenariats, de créer des rencontres avec des personnalités, et que donc la pub est utile pour les grandes causes et qu'elle est même fondamentale aujourd'hui. La seule chose, c'est qu'il faut être créatif et qu'il faut être disruptif. Et puis, quand on communique pour une grande cause, on peut oser aller chercher un Ladji pour réaliser un film. On peut oser aller chercher un Wim Wenders. Il va vous dire oui si le combat lui plaît, et il va le faire pour presque rien. Donc, ça vaut le coup. La créativité, c'est le maître mot. J'ai toujours dit que c'était ce qui mettait tout le monde sur le même pied d'égalité. Quand on n'a pas beaucoup d'argent, il faut redoubler de créativité. Au niveau des associations, souvent, c'est le nerf de la guerre. Et je pense qu'effectivement, oser être créatif, c'est aussi se donner les chances de sortir son épingle du jeu, d'exister effectivement aussi par sa créativité, quoi. Et de sortir de sa zone de confort, habituelle, et de oser, et puis d'aller à la rencontre d'autres artistes. Ça peut être autour de la réalisation, de la photo, de l'art, et de créer des rencontres et de faire des mélanges. Et ça, forcément, ça crée des choses disruptives, et forcément, ça impacte. Bon, merci beaucoup Magali. En tout cas, on va suivre tous tes projets avec beaucoup d'intérêt, et en particulier le podcast que j'attends avec impatience. Je serai la première de tes auditrices, et je partagerai également avec plaisir ton travail de podcasteuse, parce que ça participe aussi à faire connaître la philanthropie et tout ce qui se cache derrière ce gros mot. Donc, merci beaucoup en tout cas pour ton témoignage. Merci à toi, Charlène, de ton invitation, d'avoir pensé à nous depuis le Canada, parce que on est quand même très proches, même s'il y a des combats et peut-être des ADN en termes d'expression créative, en termes de mots qui sont différents d'un pays à un autre. C'est pour ça que moi, je crois pas aux campagnes internationales qu'on déploie pays par pays les mêmes, parce qu'on n'est pas sensible aux mêmes causes. Mais ça me fait très plaisir, en tout cas, d'avoir été repérée par ton podcast et par toi, d'avoir eu la chance d'être reçue et d'être invitée, et d'avoir pu exprimer mes convictions. Et ma passion surtout, parce que je crois que tu disais d'être créatif. La créativité, c'est on se repose jamais, on s'arrête jamais, on est tout le temps en action et on se remet tout le temps en question. Merci beaucoup Magali. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté Philanthropio. Vous avez aimé l'émission ? Dites-le moi avec 5 étoiles et des commentaires sur l'application Apple Podcast. Vous pouvez retrouver également tous les épisodes sur philanthropio.com. Si vous souhaitez réagir, écrivez-moi à charlène@philanthropio.com. À bientôt pour dérouler le fil de nouveaux récits.